pour nous, la question des pesticides, pour le collectif de soutien aux victimes des pesticides, c'est une question qui est, je dirais, au cœur de notre action, d'autant que dès le départ, nous avons inscrit dans nos statuts que nous voulions lutter pour l'interdiction des pesticides. Et je pense que tous les éléments qu'on va entendre ce soir vont renforcer notre conviction. Donc c'est le combat que nous partageons aussi avec nos 530 adhérents. C'est une association qui est composée uniquement de personnes bénévoles, hein, et qui fonctionne sans aucune subvention. C'est pour ça que vous ne serez certainement pas étonnés qu'on fasse passer une cagnotte tout à l'heure pour une participation aux frais, même si les frais vont être minimes. Donc tous les nombreux malades et riverains que nous soutenons savent que les pesticides ont été et resteront une catastrophe dans leur existence. Je vois ici Christian, ici présent, dont on a partagé tous les combats depuis des années, et puis qui, lui, est sorti de chez lui courageusement en dépit de sa maladie. Mais non, ne me dis pas que c'est pas vrai. Donc, pour les malades comme pour les riverains, on sait que c'est une calamité, mais ce qu'on connaît beaucoup moins, c'est que les pesticides ne sont pas une calamité uniquement en raison des maladies et des effets sur l'environnement, mais c'est aussi parce que d'un point de vue strictement économique, c'est une véritable absurdité, parce qu'ils coûtent au bout du compte à la société beaucoup plus cher qu'ils ne peuvent rapporter. Donc on a été tout à fait intéressé de faire venir Christophe Alliot ce soir, parce que nous avons un groupe de travail au sein de notre collectif qui, figurez-vous, travaille sur les coûts cachés des pesticides déjà depuis un petit peu de temps. Et on est toujours intéressé d'échanger avec des gens qui ont cherché pour voir comment enrichir notre propre réflexion. Alors, comme j'ai dit que notre temps était limité, donc je ne voudrais pas en abuser. Et donc, je laisse tout de suite la parole à Christophe Alliot pour qu'il nous explique qui il est, d'où il vient et ce qu'il a à nous dire. Voilà. Merci. Bonsoir à tout le monde. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire quelque chose d'assez interactif. Pour la soirée, j'ai prévu plutôt une base de présentation assez sobre. C'est le mot qu'il faudrait utiliser un petit peu plus, mais j'ai d'autres contenus en fonction des questions que vous aurez, donc on va prendre le temps. C'est ça l'idée, d'être vraiment en discussion ensemble ce soir. Pour vous dire en 2 mots d'où je parle, donc je représente une coopérative dont le nom est là-haut, BASIC, vous voyez son acronyme. On a un peu plus d'une dizaine d'années d'existence, on a une petite structure, hein. On a aujourd'hui 16 salariés dans la coopérative et une soixantaine de sociétaires. Donc au-delà des salariés, parmi nos sociétaires, parce qu'on est une SIC, pour ceux qui connaissent, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, et on trouve quelques chercheurs, enfin des chercheurs, des organisations de la société civile, des journalistes et puis quelques sympathisants. Pour finir de dire d'où je parle, notre métier, c'est d'essayer d'investiguer, de poser les faits et l'analyse autour de 2 choses. Premièrement, essayer de comprendre le mieux possible comment fonctionne le monde économique. Donc ça veut dire de l'intérieur des entreprises entre elles au sein d'un secteur, des entreprises le long de filières ou de chaînes de valeur, depuis, on va parler ensemble d'agriculture et d'alimentation, donc depuis l'activité agricole et même avant ça, on va voir les pesticides, mais on pourrait aussi parler des engrais, de la fabrication de machines et de semences, jusqu'à nous, consommateurs, et aussi les questions de déchets. Donc ça, c'est un premier pan de recherche, et qu'on imbrique avec le fait d'analyser de manière assez transverse les questions d'impact sociaux, environnementaux et sanitaires, et de voir dans quelle mesure les deux sont reliés. Dans quelle mesure c'est la façon dont fonctionne aujourd'hui notre monde économique, mais plus largement aussi notre système économique, qui est à l'origine ou pas d'un certain nombre de conséquences très palpables qu'on mesure tous les jours. On va parler aujourd'hui de questions de santé, mais pas que. On va parler d'eau, de biodiversité. On va parler de questions environnementales, mais aussi de revenus. Et donc voilà, essayer d'aider à faire le lien entre les deux. Pour qui on travaille? Nous travaillons pour, d'un côté, la société civile,
en France et au niveau européen, voire un peu plus large, donc c'est-à-dire ONG, syndicats de travailleurs. Et puis on travaille pas mal pour les pouvoirs publics à beaucoup d'échelles. Commission européenne, FAO à des échelles très internationales, ADEME et ministère en France, et puis beaucoup de collectivités locales, parcs naturels, communautés de communes, métropoles. On a travaillé avec la métropole de Rennes, il y a de ça 2 ans, sur son plan d'alimentation durable, voilà. Mais pas pour les entreprises. Pour être clair, pour éclairer la suite de mon propos aussi, pour garder une certaine distance. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas interagir avec des gens d'entreprise, mais on ne travaille pas pour elles. Le sujet qu'on va prendre aujourd'hui, que je vais vous montrer, donc vous voyez, le sujet, il est autour justement, comme c'était très bien dit, des questions économiques en lien avec les pesticides. Ça s'appuie sur une étude principale qu'on a fait grâce au financement du CCFD Terre Solidaire, Comité catholique contre la faim et pour le développement, et de l'association Polynice, mais aussi de deux autres études. Une autre qu'on a fait pour la Fondation pour la Nature et l'Homme, pardon, et puis une dernière étude qu'on a fait pour la Fondation Carasso, voire même une quatrième que j'ai sous le coude sur les pesticides. Donc en fait, c'est vraiment la conjonction de 4 études, mais c'est 4 angles sur le même objet. Donc elles se complètent, et c'est pour ça que c'était important, même pour moi ce soir, d'essayer d'assembler un peu ces différents contenus pour vous dire ce qu'elles nous disent aujourd'hui. La dernière étude, c'était par rapport aux questions d'exportation de l'Union européenne de pesticides, on pourra revenir dessus, et cette fois c'est pour une coalition d'ONG au niveau européen. Alors le point de départ du débat de la soirée. Alors, tout n'est pas qu'économique, hein, je prends déjà une précaution, on va prendre cet angle-là, on est bien d'accord que les pesticides, il y a plein de causalités à ça, mais on va essayer d'aller regarder un petit peu cet angle-là, de le mettre en discussion. Ma proposition de point de départ, en fait, c'est la question de controverse. Alors pourquoi controverse? C'est parce que, d'un certain point de vue, certains disent que ça coûte à la société, plus ou moins chiffré, on pourra revenir dessus si vous avez des questions, vous allez voir un peu les estimations qu'on a posées. Mais d'autre côté, il y en a plein qui disent ben non, parce qu'en fait, sans pesticides, on produirait moins, et ça, c'est tout un paquet d'argent qui est nécessaire pour assurer le revenu des agriculteurs. Et ce débat de controverse, se cristallise autour de ça sans véritablement donner en disant ben, d'un côté, on a trop à perdre à ne pas les utiliser, surtout nos agriculteurs, de l'autre côté, on a trop à perdre à les continuer à l'utiliser à cause de ce que ça coûte à la société et à nous tous. Du coup, on a essayé de rentrer là-dedans et de dire bah, qu'est-ce qu'on peut dire en fait des informations. Alors, c'est pas qu'une évaluation de ça. C'est pour ça que vous voyez les questions en dessous. Juste chiffrer ça, ça serait prendre le petit bout de la lorgnette. Ce qu'il faut comprendre, c'est dans quoi c'est pris en fait. Donc, pour comprendre dans quoi c'est pris, on a pris un regard. Je vais démarrer par là. Qui fabrique ces pesticides? Comment ça marche? Quelles entreprises il y a derrière? Quels enjeux? Quelles contraintes? Il faut déjà comprendre ça, il nous semble, en tous les cas. Puis après, dans le jargon, cette petite chaîne de valeur des pesticides, on a été la remettre dans le contexte plus général de l'agriculture et de l'alimentation. Donc à la fois le métier agricole, mais aussi tout ce qui va se jouer en termes de transformation, distribution, restauration jusqu'à nous. Et on va aller regarder la question des bénéfices associés au secteur des pesticides. Qu'est-ce que ça dit dans le secteur plus général, les coûts sous-jacents, les trajectoires possibles. On va regarder un peu tout ça. Alors le début de l'histoire, prenons-le de manière positive. Économiquement, on s'entend, hein, on est d'accord. C'est juste pour faire une petite toile de fond, un petit démarrage. C'est un secteur performant. Un secteur performant, regardez, en 20 ans, on a doublé les ventes internationales de pesticides de synthèse, enfin de pesticides tout court d'ailleurs, pas que de synthèse, mais c'est 95% des ventes. Un marché mondial à 66 milliards d'euros, ça c'est les dernières données que j'ai mis à jour il y a un mois, là, de 2023 donc. Et là-dessus, l'Union européenne, bon an mal an, c'est un tiers du marché mondial, c'est quasiment 20 milliards. 20 milliards dont, en plus, sur les 20 milliards, il y en a 7 quasiment, ce sont nos exportations. On est le premier exportateur mondial de pesticides, pour revenir là-dessus. Donc si vous enlevez 7, il nous en reste 12-13 qui restent en Europe, fabriqués en Europe et qui restent en Europe. Juste peut-être pour une petite information, on va voir ça pour la suite. Sur cette partie-là, pour comprendre le secteur, vous allez voir que je vais prendre tout de suite un angle européen, ça n'a pas de sens de prendre la France. Si vous regardez ce qui se passe au sein de l'Union européenne, il y a plein d'échanges de substances entre nous, la Hollande, l'Allemagne, la Belgique. En fait, c'est juste, on va dire, le reflet de comment s'est structurée cette industrie aujourd'hui. Elle s'est complètement structurée à l'échelle européenne. Vous avez des usines en France qui vont faire un certain nombre de molécules, de substances, qui vont après repartir de l'autre côté de la frontière ou inversement pour être mélangées à des adjuvants, pour aller faire des produits semi-finis, voire des produits finis peuvent être réemballés ailleurs encore. C'est pour ça qu'on a plein d'échanges européens. Mais
Il faut comprendre que les entités qu'on regarde, comme c'est mis en Union Européenne maintenant depuis plus de 30 ans, en fait, elles gèrent à cette échelle-là. Donc pour elles, la France, l'Allemagne, tout ça, c'est surtout des plateformes en fait, d'industrie chimique qui se sont mis en place. Des taux de bénéfices, parlons de l'industrie chimique. Parmi l'industrie chimique, et même au-delà, parmi tous les secteurs de grande industrie, c'est là on a le plus fort taux de bénéfices. Donc la plus grande part de bénéfices par rapport au chiffre d'affaires. Donc c'est un secteur qui marche bien. Au lieu de ça, c'est pas mal, et je ne vous ai pas mis, on est à 28 000 emplois à peu près à l'échelle européenne, enfin 30 000 on va dire, en emploi direct. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, un gros employeur qui pèse quelque chose d'important et qui est plutôt sur une trajectoire haussière. Si je finis quand même, j'ai des chiffres dans un coin si vous voulez, je vous les redise. Sur ces bénéfices, je finis quand même là-dessus, les principaux fabricants qu'on va voir après, ils ont multiplié par 2 leurs bénéfices entre 2018 et 2023. Ils sont passés de 5 milliards de bénéfices nets à l'échelle mondiale, ils sont en grande partie basés en Europe, ils viennent dépasser les 11. C'est en plus quelque chose qui récemment s'est révélé plutôt lucratif. En tout cas, si vous ne vous posez pas trop de questions sur vos investissements, il y a toute une histoire à raconter qui dit c'est plutôt pas mal. Mais bien sûr, on va aller regarder le reste de l'histoire. Alors le reste de l'histoire, il commence après quand même. Prenons un peu plus de champ, étendons un peu le regard, les autres bénéfices économiques. Parce qu'on nous dit c'est des bénéfices économiques pour la partie agricole. La partie qui... Alors, on n'est pas spécialiste dans le détail des questions agronomiques, c'est des choses, je pense qu'il y a des gens dans la salle que je connais notamment qui seraient plus pertinents que moi, donc n'hésitez pas à reprendre ou à amener de la nuance si nécessaire, mais a priori, de nous, ce qu'on a pu consolider à date, on a une stagnation, une baisse des rendements au niveau mondial dans toutes les zones de culture qui sont les plus spécialisées. Depuis à peu près une vingtaine, une trentaine d'années. On observe véritablement cette tendance-là partout. Donc partout, on a été au maximum du curseur qu'on a mis sur se concentrer sur un petit nombre d'espèces cultivées, en plus sur un petit territoire, entre guillemets, hein, mais la Bretagne en fait partie. On commence à avoir des problématiques qui sont liées à, vous voyez, des résistances qui ne cessent de se multiplier, des pertes de biodiversité qui posent des problèmes, et puis de toute façon des changements climatiques qui font que les produits qu'on a ne peuvent pas être non plus miraculeux au point de résoudre ce problème-là à eux tout seuls. Et on va être en plus sur ce qui est le cœur d'une partie de notre alimentation, riz, blé, maïs, soja. Vous me direz, on ne mange pas tout ça, mais comme vous le savez, pas besoin de le dire en Bretagne, ce sont nos animaux qui le mangent, ça revient au même. Donc la promesse qu'avec ça, on allait nourrir le monde et toujours plus, et qu'on allait s'affranchir des contraintes, a l'air de poser problème, et il y a un effet retour en fait, un effet boomerang qui commence à nous revenir. Vous le savez, les enjeux de sécurité alimentaire ne sont pas du tout résolus. On continue à avoir un accroissement, et ce n'est pas que lié au Covid, du nombre de personnes qui souffrent de malnutrition. Le dernier rapport de la FAO le réestime à plus d'1 milliard. Vous le savez, c'est un lien, je pense, pour la plupart d'entre vous, parce que ceux qui souffrent de la faim sont en grande partie, en majorité, un peu plus de la moitié des agriculteurs. Donc c'est bien parce qu'ils ne sont pas assez payés qu'ils ont des problèmes de malnutrition. C'est pas parce qu'il n'y a pas assez de production agricole mondiale. On produit de toute façon 2 fois plus que ce dont on a besoin pour nourrir la population mondiale. Donc en fait, c'est fondamentalement pas un problème de volume. On est loin de ça. Peut-être ce qui est intéressant, qui est un peu moins connu, il y a des chercheurs hollandais qui ont fait une publication extrêmement intéressante il y a de ça 3 ans sur l'effet rebond de grande ampleur. C'est-à-dire que ils ont mis en avant que la politique publique mondiale, on va dire, hein, l'agenda des principaux États dont le nôtre a été depuis les années 50, ces moyens qui ont été alloués à un tout petit nombre de cultures pour lesquelles on avait besoin, on a injecté la mécanisation, les engrais, les nouvelles semences améliorées, et du coup les pesticides qui étaient la clé de voûte nécessaire pour se protéger des ravageurs. On a fait un maximum là-dessus. On a obtenu une descente très très forte des prix agricoles au niveau mondial, depuis les années 50. On a baissé d'un facteur 2 à 3, sans même compter l'inflation, qui voudrait dire qu'on a baissé de 4 à 5 en fait, ce que coûte la cotation en fait, du blé, du maïs, etc. depuis les années 40. C'est une véritable réussite, et c'était pour dire plus l'alimentation sera à bas prix, plus on va nourrir le monde. Le problème, c'est que les effets rebonds qu'on n'avait pas vus, c'est qu'à faire des produits qui sont essentiellement des calories, ce qu'on produit c'est ça, c'est plus trop des produits à bas prix, l'épidémie entre guillemets d'obésité, en fait elle est là. C'est-à-dire que à partir du moment où on a des matières grasses qui coûtent rien, du coup on peut en mettre partout, et du coup on peut en mettre à profusion, et en plus on sait qu'il y a un phénomène d'attractivité et que ça engage les gens à consommer toujours plus. Donc en fait on est parti dans un cercle
vicieux qu'on n'a pas mesuré à l'époque. Et il documente aussi de la même façon sur le gaspillage que, en fait, si on a autant de gaspillage, c'est aussi qu'une partie de l'alimentation coûte pas cher, donc du coup, on a plus d'intérêt à continuer à en produire plus que d'essayer d'aller éviter d'en gaspiller, même dans la chaîne alimentaire, avant que ça arrive à nous, consommateurs. Et donc, on finit par le dernier point, des gains, vous le savez, qui échappent aux agriculteurs, alors qu'on a une baisse tendancielle mondiale. Alors, c'est sûr, en fait, on a eu récemment un rebond, mais quand vous regardez sur 70 ans, le rebond, c'est qu'un petit rebond qu'on a eu depuis le Covid, de ce cours mondial des produits agricoles. Donc alors que ça a baissé, même avec le rebond récent. Nous, par contre, consommateurs, le prix de notre alimentation, il a fait globalement depuis les années 50. Alors je vois qu'il y a des gens qui ont peut-être des souvenirs, peut-être pas jusqu'aux années 50, mais il y a quelques décennies quand même dans la salle. On a fait facilement x5 à x6. Pour mettre quelques chiffres aussi en tête, on ne s'en rend pas forcément compte parce que vous savez que par ailleurs on entend souvent dire, et c'est vrai, qu'on alloue de moins en moins d'argent à notre alimentation, en tout cas les nouvelles générations, toujours moins. Mais c'est juste que on a tellement augmenté notre PIB, nos revenus, etc., qu'en fait on n'a pas vu passer le x5 à x6 de l'alimentation. En fait. Dans un premier temps, tout a été pour le meilleur des mondes jusqu'à il y a une dizaine d'années à peu près, et on pouvait toujours moins dépenser en alimentation, on avait toujours plus d'argent pour faire autre chose. Mais ça s'est coincé, ça s'est grippé depuis 15-20 ans maintenant. Donc globalement, nous on paye toujours plus cher, les agriculteurs ils ne sont pas mieux payés, au contraire, c'est bien l'inverse qui se fait. Les pesticides devaient être la promesse que tout ça allait s'améliorer, c'est pas au bénéfice des agriculteurs, et en plus on a des risques qui sont devant nous pour la suite. Donc ça permet déjà de mesurer un peu le discours que j'avais au début sur une industrie qui est florissante en fait. Donc elle n'a pas complètement, loin de là, rempli son contrat, et certains pourront dire, après on peut avoir un débat, est-ce qu'on pouvait le savoir? Certains vont dire non, on ne pouvait pas le savoir, d'autres vont dire quand même, il y avait déjà des signes, déjà dès les années 60, mais on peut avoir ce débat-là, c'est là dont on part en fait. Aujourd'hui, en tous les cas, clairement, on a l'impression qu'il est plus que nécessaire d'ouvrir le débat. Alors je pense que vous connaissez ça pour une partie d'entre vous, mais on a essayé de refaire un travail, je vais surtout essayer de vous en dire un peu plus sur qui sont les fabricants. Donc on en a 4 qui pèsent, vous voyez à peu près 2 tiers des ventes mondiales. Historiquement, là-dedans, il y a 3 Européens, Bayer et BASF, les 2 gros poids lourds allemands. Une entreprise qui a changé plein de fois de nom, qui s'est appelée la dernière fois Syngenta, qui est suisse à l'origine. Je vais revenir sur le fait qu'elle a changé de nationalité. Et une entreprise américaine, Corteva, vous la connaissez beaucoup plus sous le nom de DuPont, quand elle s'appelait comme ça. Elle a changé de nom, par revente, etc. Le petit schéma avec tous les cascades là, c'est le phénomène de concentration qu'on voit à l'œuvre dans cette industrie. Cette concentration qui est très forte, alors on l'a à d'autres endroits, hein. On connaît la concentration des enseignes de supermarchés, il y en a aussi dans le domaine agro-industriel. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Déjà, elle est forte quand même, 4 pour 67%, c'est pas mal. C'est plus fort que les enseignes de distribution, donc on est sur une concentration de pouvoir au niveau mondial, là, qui est assez prégnante. Ce qui a été un étonnement pour nous, c'est que c'est forcément le reflet d'entreprises qui veulent avoir un pouvoir de marché le plus fort possible, mais c'est aussi le reflet d'un changement de l'économie des pesticides au niveau mondial qui se cache derrière, qu'on documente dans l'étude. Si je vous la fais très courte, c'est comme dans le médicament, on est passé il y a 20 ans d'une économie mondiale qui était essentiellement basée sur des molécules qui étaient protégées par la propriété intellectuelle à un marché de génériques. C'était les génériques il y a 20-30 ans, c'est 25 ans, c'était à peu près 20% du marché mondial, aujourd'hui c'est plus de 3/4. Et quand on passe au générique, vous le voyez bien que les médicaments, la profitabilité, en fait, on a une concurrence sur les prix, et ça a amené 2 grands acteurs dans le marché mondial qui ont lancé cette dynamique. Vous n'allez pas être étonnés. Il y a d'abord tous les acteurs chinois qui sont rentrés dans la danse, et puis après les acteurs indiens. D'autant plus encore ces dernières années que la Chine a eu tendance à restreindre sa réglementation pour éviter les problèmes environnementaux et à externaliser, on va dire, une partie de la production sur les Indiens qui ont mis des moyens assez notables. Alors nous aussi, on en fait chez nous, hein. Il n'y a pas que ces endroits-là. Mais c'est de là qu'est venue en fait l'émergence de la concurrence, et on comprend autrement en fait ce phénomène de prise de pouvoir en fait de ces 4-là. C'était pour se défendre dans ce contexte-là en fait, parce que plus on est fort, plus il y a moyen de se battre pour conserver des prix forts et donc une rentabilité importante. Mais comme vous le voyez, je vous l'ai fait un petit teasing au début, tout en haut,
Il y en a un là-dedans qui a changé de nationalité, Syngenta, qui est le numéro 1 mondial. En fait, il est passé sous bannière chinoise. Alors qu'on soit très clair, passer sous bannière chinoise, ça veut dire contrôlé par l'État chinois. Là, c'est une entreprise publique, c'est pas, même pas une entreprise privée comme, je sais pas, Alibaba ou d'autres. On est sur du capital entièrement étatique. Et depuis, en plus, cette entreprise est rebasculée en plus derrière dans un autre consortium, c'est-à-dire qu'elle a été refusionnée avec, c'est un peu comme BASF, le géant de l'industrie de la chimie chinoise. Ce n'est pas anodine. Qu'est-ce qu'on peut aussi dire d'intéressant derrière qu'on ne voit pas forcément? C'est que c'est le deuxième point qui est tout à gauche, là, au milieu de ma diapo. Qui sont les actionnaires? Et bien, en fait, les actionnaires sont surtout, vous voyez, 5 grands fonds d'investissement américains. Fonds d'investissement américains qui gèrent notamment dans les fonds de pension. BlackRock est peut-être connu un certain nombre d'entre vous, Vanguard peut-être aussi, bon, mais les autres sont, pour n'importe qui qui s'intéresse à la finance, sont des usual suspects, comme on dit en anglais. Ces 5-là vont posséder jusqu'à un tiers ou 40% du capital. Pas de l'entreprise tout en haut, parce qu'elle est chinoise, mais des 3 autres. Et ces mêmes fonds d'investissement vont être les premiers actionnaires de Nestlé, de Mondelez, de Danone, de Carrefour, de Tesco. Voilà. C'est parmi, bien sûr, d'autres activités, ils ne sont pas que dans la partie agricole alimentaire, mais ça dit qu'en fait, derrière, il y a une question en fait, de positionnement d'un certain nombre d'acteurs. Et peut-être, dernier élément, qui mettent aussi en concurrence, pour leurs investissements, toutes ces entreprises, puisque la menace, elle est toujours l'épée de Damoclès sur ces entreprises, est toujours la même, c'est que si jamais il n'y a pas assez de profitabilité qui remonte à ces actionnaires, après c'est des fonds, hein, c'est pas des personnes, un tutu personné, bah, ils vont juste prendre leurs fonds et se mettre ailleurs. Surtout qu'on a, depuis 30 ans, on a libéralisé le monde de la finance, donc en fait maintenant ça se fait assez facilement, parfois même en quelques minutes. Donc on a des enjeux derrière qui nous semblent importants et on va aller regarder ces grands coups parce que ça nous dit de l'équation. Donc ça, c'est ce qu'il y a derrière la soi-disant réussite. Peut-être si un dernier élément, pourquoi on prenait autant de temps pour décrypter ça dans l'étude? C'était aussi par rapport au discours qui est il faut assurer notre souveraineté alimentaire. Ben, derrière notre souveraineté alimentaire, il y a la question des intrants, on parle beaucoup du soja, mais là, en fait, aujourd'hui, on peut déjà se questionner sur notre capacité à encore avoir un moyen de contrôle, juste démocratique, en fait, sur des entreprises qui sont certes basées chez nous, mais vous voyez aujourd'hui les donneurs d'ordre qu'il y a derrière. Donc jusqu'où est-ce que, derrière la devanture, on a encore des cordes de rappel? Vous voyez tout ce qui s'est passé pendant le médicament ou le Covid sur les masques. Quand il s'est agi d'en avoir chez nous, tout d'un coup, on s'est retrouvé un petit peu nus dans l'histoire, et c'est un peu ça qui, potentiellement, est le revers de la médaille de ce que vous voyez là. Alors après, forcément, on pourra rediscuter, hein, je ne rentre pas dans le détail, on a été faire un travail qui, pour nous, est important, c'est de matérialiser la chaîne de conséquences. Donc en fait, ce qu'il y a derrière ces fabricants, en fait, c'est une chaîne qui commence par la fabrication de pesticides, leur utilisation. Entre les deux, il y a des revendeurs. En France, en particulier, sont en grande partie les coopératives, mais on va revenir dessus. Il n'y a pas plus que elles qui font la commercialisation, l'utilisation dans le monde agricole, les déchets. Et en fait, c'est toute cette chaîne qui va avoir un certain nombre de conséquences en cascade, qui va nous amener vers quelque chose que vous allez voir après, qui est important pour nous, c'est en partie verte, c'est les conséquences plutôt environnementales. En partie orange, les questions qui vont toucher plutôt les êtres humains. On a là mis en avant plutôt la partie sanitaire. Il y a d'autres conséquences. Ce schéma, il a pour vocation aussi à montrer qu'il n'y a pas à dissocier les questions de santé, des questions de biodiversité, des questions de pollution, des questions même de dérèglement climatique, qui vous le voyez en haut à gauche du schéma. On a en fait une interrelation, une imbrication. Donc on est bien sur l'une des causes qui est intéressante, mais encore une fois, c'est une cause, mais elle-même, elle est prise dans d'autres choses. En fait, s'il y a l'utilisation des pesticides, on pourra revenir, c'est qu'il y a une pression économique sur le monde agricole, et que du coup, c'est une substance qui ne coûte pas si cher et dont il y a besoin pour pouvoir sécuriser son revenu. On va revenir dessus après. Mais ça permet de matérialiser toute cette interrelation, ces chaînes de conséquences. Et après, on en est arrivé à un travail que je vais vous montrer sur... alors, je vais essayer de bien introduire la suite, parce qu'elle est importante, les coûts sociétaux, donc les coûts qui sont reportés sur nous. Pour bien comprendre ce qu'on a fait par rapport aux connaissances existantes avant que nous on fasse notre travail. Le travail d'évaluation qu'on a fait, on a fait aussi un article scientifique avec l'Université de Louvain, en Belgique, qui a été publié en 2023, et on est en train d'étendre ce nouveau concept.
c'est pas celui des externalités. Je vais faire juste un petit point là-dessus parce qu'il est important pour bien comprendre la suite. Depuis les années 80, là où c'est pas, nous on n'a pas inventé grand-chose, il y a des études notamment qui viennent des États-Unis, notamment d'un auteur assez prolifique qui s'appelle David Pimentel, qui a eu le mérite de se dédier à cette problématique des pesticides et quel coût était reporté sur la société cachée. Pour ce faire, il a utilisé une méthode qui s'appelle celle des externalités, qui vise à monétariser. Monétariser, c'est prendre un des éléments qui est là et mettre un prix en euros. Quand vous faites une méthode classique d'externalité, vous en arrivez tout de suite à une question que vous allez voir venir. C'est quoi le prix de ça? Ou de ça, ou des questions de biodiversité. Ben là, on va être sur le prix de la vie humaine. C'est ça la méthode, en fait. Parce que la méthode, c'est économiquement se poser la question de quand quelqu'un est malade, il va devoir arrêter de travailler. S'il arrête de travailler, il ne va plus être productif. Et du coup, il ne va plus permettre de contribuer à la création du PIB qui doit être un objectif de croissance économique. Ça, la littérature elle est assez claire là-dessus. Et en fait, la littérature dit bien dans les externalités, le problème c'est qu'on pourrait croître plus, mais on croît moins que ce qu'on devrait, parce qu'on est comme un boulet au pied avec ses conséquences. Et il faut les remettre dans le marché pour s'enlever le boulet et faire tout notre potentiel de croissance. Maintenant, c'est là qu'arrive la deuxième partie quand on fait des externalités, c'est derrière les travaux de Pimentel qui étaient hyper intéressants, d'autres chercheurs les ont repris pour aller compléter ce qu'il faisait. Lui, il regardait les externalités négatives, c'est en quoi ça va du coup endommager ces éléments-là et quelle valeur, alors lui c'était en dollars, il met derrière. Mais forcément, les autres chercheurs ont complété en disant si ça coûte ça à la société, il faut quand même voir ce que ça rapporte. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont été comptabilisés? Ils ont été comptabilisés chaque gramme de pesticides, ou chaque litre qui est répandu, qu'est-ce que ça permet de sauvegarder comme production agricole, et quel est le prix de cette production agricole sur le marché agricole mondial. Et donc, forcément, je vais vous amener à la conclusion de quasiment toutes les études qui ont été faites, hormis deux. Il y en a pour une trentaine, il n'y en a eu aucune en France et très peu en Europe, mais il y a la trentaine d'études mondiales, les États-Unis, mais il y en a eu un peu en Amérique latine, un peu en Inde et en Asie. 28 études sur 30 disent qu'il faut continuer les pesticides parce qu'on gagne plus via la production agricole qu'on arrive à faire grâce aux pesticides et ce que ça vaut que le fait qu'on nourrit les gens, qu'on ne perd via ces problèmes-là. Parce que quand on regarde dollar contre dollar, c'est les autres qui l'emportent. Et là, j'ai pas dit au début, moi je suis nantais d'origine, donc vous allez me voir arriver comme Notre-Dame-des-Landes, ça doit vous parler un peu dans le coin, même si c'était, je sais, un peu au sud de chez vous, à la lisière. Mais vous avez peut-être entendu parler des débats qu'il y avait sur justement l'analyse coût-bénéfice de Notre-Dame-des-Landes, qui était positif parce qu'on avait juste jugé que le temps, le prix en euros, le coût du temps de trajet qu'on allait gagner parce qu'on allait pouvoir prendre l'avion à côté de Nantes plutôt que d'aller à Paris, eh ben, ça dépassait tous les problèmes de destruction de la biodiversité, etc. Donc le coût-bénéfice était positif. Et tout se jouait à combien vaut votre quart d'heure, combien vaut vos 2 heures là qu'on va peut-être passer ensemble. Je ne sais pas, vous allez rester 2 heures, mais vous voyez, c'est ça un peu. Et le coût-bénéfice, ben, peut-être que vous auriez mieux à faire, aller gagner de l'argent dehors. Voilà, c'est ça le sujet en fait. Donc on est sur quelque chose qui est alors, compliqué ou pas, en tout cas, ça répond à une question. Là, c'est vrai que je suis peut-être un peu orienté, mais ça peut être une méthode qui se justifie, mais il faut bien savoir ce à quoi elle essaie de répondre. Elle essaie de répondre à qu'est-ce qui est le plus efficace du point de vue de la croissance. Peut-être pour aller jusqu'à bien poser ce qui défend cette méthode-là, et après je vais vous montrer la nôtre, c'est que nos États sont construits là-dessus. C'est que si on a des impôts qui rentrent, on vient de finir de faire nos déclarations d'impôts, je pense un peu tous, eh ben, c'est parce qu'il y a une croissance du PIB. S'il n'y a pas de croissance du PIB, il n'y a pas de rentrée d'argent. S'il n'y a pas de rentrée d'argent, il n'y a pas d'argent public à redépenser pour pouvoir rééquilibrer les choses. Donc en fait, on a nous-mêmes verrouillé quelque chose, il y a de ça un bon siècle, qui fait qu'on en a besoin dans notre construction actuelle pour faire tourner la machine publique. C'est ça qui est tout notre problème. Mais du coup, cette méthode, elle n'est pas achetée complètement parce qu'elle essaie de répondre à ça, en fait, en disant, bah, de toute façon, comme les impôts en dépendent, il faut bien qu'on analyse comme ça. Maintenant, je mets ça de côté, je vais pouvoir vous expliquer nous ce qu'on fait. Nous, ce qu'on fait qui se veut complémentaire, en tout cas, et différent. On ne parle pas de croissance, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, il est là. C'est ces éléments-là. Là. Biodiversité, eau, sol, air, santé humaine, dérèglement climatique, ressources,
mais on pourrait aussi rajouter, nous, dans notre... on a une boussole de durabilité, un concept de durabilité forte, on va rajouter la cohésion sociale, les revenus décents, etc. Ça doit être notre boussole, en fait, selon nous. La gestion publique du XXIe siècle, c'est plus la gestion du PIB pour redistribuer de l'argent. C'est que là, on est trop au bord du précipice pour continuer à jouer avec ça. Et à un moment donné, il faut qu'on reprenne ça, parce que si ça, on ne maîtrise plus en fait ces différentes conséquences et qu'on ne les tient pas, on va se retrouver sur des conséquences qu'on ne saura plus prendre en charge, quel que soit l'argent qu'on fait via le PIB et via les rentrées d'argent public. Donc en fait, ce qu'on se propose, c'est de remettre cette boussole-là, qui n'est pas une boussole monétaire, c'est d'avoir une boussole qui part de là. Donc nous, on part de ça. On a regardé d'ailleurs chacun des éléments en couleur, quels étaient les engagements de l'État sur les questions de santé, de qualité de l'eau, de qualité de l'air, etc. Et on a pris ces engagements qui ont été signés par l'État français, inscrits dans ses politiques publiques, dans son agenda, au sérieux. On a dit, voilà, si on part de là, qu'est-ce que ça nous dit sur les dépenses publiques? Et donc maintenant, on va arriver aux dépenses publiques qu'il y a derrière. Le lien, il est le suivant. C'est que, parce qu'il y a les conséquences qui étaient sur mon schéma d'avant, et que l'État a des engagements à quand même maintenir la santé humaine, à pas trop détruire la qualité de l'eau, il faut quand même qu'elle soit potable pour les habitants, etc., et bien l'État dépense, là en bas, de l'argent, enfin je dis l'État, c'est l'État, les collectivités locales, la sécurité sociale, on va revenir dessus, dépense tous les jours et tous les ans de l'argent pour encaisser le choc quelque part d'un système, une chaîne de production et d'utilisation de pesticides qui génère plein de problèmes qu'on a vus juste avant. Et comme on ne peut pas juste laisser ces problèmes, il faut y répondre, on a des engagements, puis de toute façon, sinon, à un moment donné, il y aura une mobilisation tellement forte que ça ne passerait pas. Et bien, quelque part, l'État essaie la puissance publique essaie d'encaisser le choc autant que faire se peut, d'essayer de résoudre ce qui peut l'être ou ne pas. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Donc nous, l'exercice qu'on a fait, c'est, on a été tracé, on a fait des comptabilités, alors c'est un peu plus besogneux, on a été regardé dans les comptes de tous les échelons administratifs, on a été regardé où est-ce qu'on a des dépenses, c'est quoi la ligne de dépenses exacte, c'est quoi son montant. L'année qu'on a utilisée, c'est 2020. Et cette année 2020, on a été regarder la dépense réelle et on a été regarder est-ce que je peux dire que cette dépense, elle est toute partie à cause des pesticides. C'est que si je n'avais pas les pesticides, je n'aurais pas la dépense. C'est ça qu'on a été fondamentalement regardé. Donc tout l'argent que vous avez là, c'est de l'argent pour lequel on peut démontrer, sur base scientifique, que oui, c'est à cause des pesticides de synthèse. Sinon, on n'aurait pas à débourser cet argent-là. La première partie, c'est les coûts de régulation. Parce que les entreprises ne payent pas intégralement ce que ça nous coûte d'étudier la nocivité des produits, de faire en sorte qu'on a toute une administration qui vérifie que c'est fait correctement, et que ça ne dit pas qu'il n'y a pas des choses qui ne vont pas, mais ça nous coûte déjà ça chaque année, rien qu'en France. Ça, c'est des résultats pour la France que vous voyez. 31 millions d'euros. Ensuite, on en parlait juste avant la conférence, toute la partie dépollution de l'eau, là, il y a je dis dépollution, mais c'est un peu restrictif. En fait, c'est rendre l'eau potable parce qu'elle a trop de pesticides à l'entrée dans les réseaux, c'est protéger les aires de captage, les entretenir, donc tous les endroits où on vient, parce qu'il faut les protéger de la contamination. C'est des interconnexions, je crois que vous le savez bien dans la salle pour une partie, de nos réseaux en Bretagne, parce qu'on a des endroits, des communes tellement polluées qu'on ne peut plus rien faire d'autre que brancher sur les communes un peu plus loin qui sont moins polluées. Du coup, quand on fait très pollué, peu pollué, ça fait moyen pollué, ça passe. Donc ça coûte de l'argent, c'est des tuyaux, bref. Et on pourrait avoir des débats, il y a plein de choses comme ça. 260 millions d'euros. Les coûts sanitaires, hélas, sont très limités parce qu'aujourd'hui, on a pu... Je vous disais, il faut faire le lien avec les pesticides. Les seules maladies sur lesquelles on peut faire le lien avec les pesticides, vous allez pas revenir, c'est les maladies professionnelles. Là, pour le coup, il y a un jugement, c'est avéré, voilà. Mais vous n'êtes pas sans savoir que du coup, les riverains ne sont pas du tout pris en compte là-dedans, et qu'il y a beaucoup de maladies qui ne sont pas déclarées comme maladies professionnelles pour plein de raisons, voilà, de non-recours, voire même de manque de faisceau de preuves aujourd'hui. Et on rajoute la lutte contre le dérèglement climatique. Tout ça nous donne une addition de 370 millions d'euros. Alors, beaucoup ou pas beaucoup, peut-être une dernière chose, on finance quand même un peu l'industrie, c'est toujours intéressant de le savoir. Parce on lutte, mais en fait, on les soutient un peu. Alors, pas beaucoup en France, mais il y en a pour 400 000 euros par an. Il se trouve qu'on continue à leur verser un poil de subvention pour leur emploi, etc. Tout ça, ça nous fait l'addition de 372 à gauche. Et du coup, ce qu'on a été regarder, nous, pour la France, toujours, c'est quel est, a priori, les profits que génère toute cette industrie, pas que les 4 grands qu'on a vus, mais tous les fabricants de pesticides, en France chaque année, grâce aux ventes.
c'est 200 millions. Donc ça, c'est les bénéfices nets, les profits qui vont aux actionnaires. Là, on commence à avoir quelque chose que nous, on ne s'y attendait pas, mais qu'on trouve intéressant. Parce que pour une industrie qui est censée être un fleuron, en fait, on met plus d'argent, nous, qu'eux ne font de profit. Donc ça ouvre plein de questions. Déjà, enfin, nous, on trouve, mais après, ça va être à débat avec vous, que ça questionne quand même sur l'utilisation de notre argent en tant que contribuable. Parce qu'en fait, notre argent sert à rendre rentable un secteur qui, lui, donne l'argent, pas nous. C'est aux actionnaires, on est bien d'accord, qui en plus sont américains pour une partie. Voilà. On commence à rentrer sur la logique de comment fonctionne le système. Et encore, ce que vous n'avez pas là, bien évidemment, mais je vais revenir dessus après, c'est qu'au-delà de ces petites sommes, on met des milliards d'euros chaque année pour permettre un revenu de nos agriculteurs qui, ayant suffisamment de revenus, ont suffisamment d'argent pour payer des pesticides. Ça, c'est la partie qui est plus indirecte, qui n'est même pas là. Voilà comment commence à fonctionner le système. Vous voyez un peu la partie économique qu'on essaie de mettre un peu en lumière. Alors, je parlais des agriculteurs. On a fait une autre étude à côté, en parallèle, dont il me semble important de vous montrer deux résultats. On dit les agriculteurs et les pesticides. Alors attention, c'est au niveau national ce que je vais vous dire à partir de maintenant, donc les réalités locales peuvent être différentes. Mais je vais vous dire le traitement qu'on a fait au niveau national des données. On est parti des données de comptabilité des exploitations, donc c'est le RICA pour ceux qui connaissent. On a été focalisé sur les grandes cultures, donc c'est-à-dire les céréales, si je fais très simple, c'est un peu plus que les céréales, léagineux, protéagineux. On est à peu près, c'est l'activité agricole française qui représente 70% de l'usage des pesticides. En fait, globalement, si vous voulez savoir en France, ce n'est pas tous les agriculteurs qui sont liés aux pesticides, il y a 70% céréales, oléagineux, protéagineux, surtout céréales, entre autres. Vous avez 14-15% viticulture, forcément, mais là c'est un peu moins par ici. On va voir un peu au sud, hein, déjà en Loire, vous en avez pas mal. Et puis les 15% restants, c'est tout le reste. Donc les deux gros secteurs qui méritent d'être regardés, c'est les deux premiers que je disais. Donc nous on a focalisé, on va regarder céréales, oléagineux, protéagineux, les grandes cultures. Là pour le coup on ne s'attendait pas à ça. Ce qu'on a fait, pour essayer d'être le plus transparent possible sur comment on a fait les choses, on a pris toutes les exploitations qui cultivaient ça en majorité, on a été regarder en 10 ans du programme Ecophyto, au début du programme Ecophyto et 10 ans plus tard, on était censé avoir réduit d'un facteur 2. Vous savez, c'était les anciennes promesses aujourd'hui, c'était 2008-2018. Donc on a pris 2008-2018 et on a pris toutes nos exploitations et on les a mis en 3 catégories. Celles qui dépensaient 2 fois moins pour acheter des pesticides entre 2008 et 2018. Je veux dire pourquoi on peut faire le raccourci qui fait qu'en effet, a priori, ils utilisent 2 fois moins de pesticides s'ils dépensent 2 fois moins. Celles qui, au contraire, dépensent 2 fois plus. On a tout simplement pris le symétrique. Et puis celles qui sont entre les deux. Et du coup, on a été mettre ces 3 paquets à regarder ce que ça nous donnait. Donc, petit aparté, pourquoi on a pris les dépenses? Premièrement, c'est parce qu'on n'a pas mieux, et vous savez qu'il y a plein de débats, je pourrais répondre aux questions sur les indicateurs, mais le prix n'est pas si mal. D'abord, il y a un travail de l'INRAE qui avait montré qu'il y avait un lien direct, une corrélation directe entre les dépenses d'achat de pesticides et ce qu'on appelle l'IFT, donc l'indice de fréquence de traitement. Deuxièmement, les nouvelles molécules qui arrivent, elles ont tendance quand même globalement à peser toujours moins lourd en kilos, parce que c'est toujours plus concentré, c'est des enrobages de semences aujourd'hui, etc. Mais vous inquiétez pas, elles ne sont pas vendues moins cher. Donc le prix dit quelque chose en fait de l'efficacité. Dit autrement, un agriculteur, sans faire non plus trop de simplification j'espère, n'est pas trop bête, si jamais il paye très cher un produit qui est moins efficace, il va revenir au produit qui est efficace. Donc en fait, question de prix, a priori, en fait, de ce que nous on a pu voir, il dit quelque chose d'assez intelligent comme indicateur de base sur est-ce qu'on en a toujours plus ou moins. Et peut-être aussi un petit peu la question de la nocivité, parce que quand c'est plus cher, c'est plus concentré, donc il y a quelque chose qui se joue derrière. Je reviens sur mes 3 paquets d'agriculteurs. Du coup, on s'est rendu compte que ceux qui avaient multiplié par 2 en 10 ans leurs dépenses de pesticides, en France, c'est une ferme sur 10 côté des grandes cultures seulement. Et globalement, leur nombre a augmenté, leur surface a augmenté,
et leur dépense de pesticides a augmenté aussi. Alors, vous allez me dire, mais du coup, ils arrivent au x2 parce qu'en fait, non seulement ils ont augmenté de dépenses, mais ils ont augmenté de taille. Donc en fait, c'est là ils ont le double effet qui se coule, c'est qu'ils dépensent plus par hectare et en plus, ils sont plus grands. Donc en fait, quand vous faites l'un plus l'autre, vous êtes à x2. C'est comme ça que ça marche. Et du coup, vous voyez qu'il y a une minorité qui est vraiment à l'origine de l'augmentation, en fait, quand on regarde. C'est cette minorité-là. En bas, ce qui n'était pas forcément évident, ceux qui consomment très très peu de pesticides. On était à peu près à 3 fermes sur 10. Il n'y a pas que la bio là-dedans. Il y a beaucoup de modèles qui sont à très très bas intrants, comme on dit dans le jargon. C'était quand même 30%, c'est pas rien, hein, de l'échantillon. Et eux, en plus, leurs dépenses de pesticides avaient encore baissé. Donc il faut quand même voir ce que ça dit. Alors, légèrement, mais c'est pas rien. Ça veut dire qu'ils en consomment extrêmement peu. Et en fait, globalement, il y a un effet de recul qu'il y a là. Et on a tout le gros de la troupe, on va dire, 6 sur 10, qui est au milieu du gué, en fait. Sauf que dans le milieu du gué, il y a une pente naturelle. La pente naturelle, elle est plutôt vers le haut, parce qu'aller vers le bas, c'est compliqué. C'est des investissements, c'est changer de modèle agricole, c'est se déspécialiser, c'est investir dans beaucoup d'incertitudes déjà, et pas forcément sécurisé, quoi. Donc en fait, il y a une minorité qui est là, il y a une pente naturelle vers elle, et il y a tout un milieu aujourd'hui qui est très mal mené, et qui aujourd'hui, à la croisée des chemins, va avoir tendance à aller d'un côté. Ce qui est intéressant, c'était de voir ce qu'on avait derrière, ce qui était la caractéristique qui était la plus forte, qui différencie le 10% des fermes qui est en haut, c'était le fait qu'ils étaient très mécanisés, avec beaucoup de travail salarié. C'est plus de l'agriculture familiale. Ça commence à être des indicateurs qui font écho au travail de François Purseigle sur l'agriculture de firme. C'est là-haut que ça se passe. Et pour le coup, c'était très flagrant, c'est ce qui fait toute la différence. Et les entretiens qu'on a menés, en tout cas avec des gens qui accompagnent ces exploitations en contrôle de gestion, nous ont bien dit, bah oui, ça faisait aussi partie de tout un système où il y a aussi une incitation. En fait, qu'est-ce qui se passe? Peut-être aussi une dernière chose qui était une vraie surprise pour nous, il y a un débat sur le fait de qui est le plus aidé avec les soutiens publics. Et je ne vous l'ai pas mis là à la diapo, mais ce qui était notre grande surprise entre les trois, c'est que les trois touchent à peu près pareil par hectare. Donc, il n'y a pas vraiment certains... Mais attendez, l'intérêt vient après. Par hectare, hein. Alors après, il faut multiplier par... Mais ça dit déjà quelque chose. Mais l'intérêt, c'est que le contenu n'est pas le même. Là, c'est des subventions. Quasiment uniquement. Là, en très grande majorité, c'est des subventions. Là, 40% de ce qui touche, ce sont des exonérations. De gasoil non routier, ils sont hyper mécanisés. De charges sociales, ils emploient à mort, beaucoup plus de travailleurs salariés. En fait, il y a un contenu qui est complètement différent. Et l'effet de levier, il est là, en fait. Mais du coup, on retrouve nos pesticides clés de voûte qui vont avec ce système-là, en fait. On va aller en haut vers un système différent qui ne va avoir pas les mêmes incitations. Et c'était intéressant parce que ça disait quelque chose de notre lobbying, en fait. Parce qu'on a l'impression que pour résoudre le problème des pesticides, il faut forcément aller travailler sur la PAC. Mais en fait, les exonérations, ce n'est pas défini à Bruxelles. Hein. C'est que notre gouvernement qui en est aujourd'hui pilote. Donc c'est là que ça se passe. Justement, on va pouvoir revenir, ça me fait une transition. On a été regarder les financements publics, du coup. Alors l'ensemble des financements publics, donc ça date un peu, c'était il y a 3 ans, mais après les enveloppes, elles sont quand même un peu près stables dans le temps. Alors, pardon, tous les soutiens publics, que je sois clair, c'est 23 milliards d'euros à peu près qu'on va retrouver sur toute la partie agricole. Ce que je ne vous ai pas mis là, mais pour qu'on soit bien clair, ce que représentent les subventions, c'est à peu près, globalement, sur les 23 milliards, on est à un peu plus de 15-16. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les exonérations, ça pèse 7 à 8 milliards. Presque autant que la PAC. Quand on les met toutes bout à bout. Ça commence à faire, en fait. À peser assez lourd sur le système, en fait. Pardon, c'est 6 milliards, pour être plus précis. Donc ça fait 17 et 6. La PAC, c'est 9. Mais ça commence à être lourd dans l'équation. Et donc, comme quoi, il y a une partie qui est assez forte entre les mains de la puissance publique. Donc, on a pris toutes ces subventions-là, tous ces soutiens, il faut que je fasse attention, toujours pareil, subventions plus exonération. Et on a été regarder quelle est la part où il y a une intention de baisser les pesticides. L'intention. 2,7. Donc là, on tombe à 11%. Donc il y a très exactement, du coup, on est à 89%. Ça entretient le statu quo parce que ça n'a aucune intention dessus. Mais du coup, il faut aller après.
Quand on regarde les enquêtes parlementaires, les enquêtes de la Cour des comptes européenne, les travaux de recherche, quel est sur ces 2,7 là où il y a un effet de ces subventions ou de ces soutiens un peu plus verts pour vraiment concrètement faire baisser l'usage des pesticides? Ben là, on tombe à 220 millions d'euros, donc 1%. Donc pour chaque euro qu'on met pour soutenir la partie agricole en France, il y a 10 centimes, un peu 11 centimes qui ont une intention, et il y a 1 centime qui arrive vraiment à changer la donne, 99, il n'y change rien. Donc nous, ça nous paraissait intéressant pour justement ne pas mettre que le prisme par rapport au fil que j'essaie de vous proposer, pas que sur les agriculteurs, mais aussi dire il y a des choses interpellantes au niveau de la responsabilité de l'État. Et qui peut croire qu'en dédiant que 1% de l'ensemble de son bras armé de financement à résoudre le problème, on va y arriver? En tout cas, c'est un débat ouvert. Alors après, pour finir, deux petites choses d'une dernière étude, de deux dernières études. Que nous vendent aujourd'hui, on va revenir un peu aux fabricants de pesticides au début, ça c'est la situation actuelle, mais il y a un futur qui pointe le bout de son nez, plus que pointé d'ailleurs, c'est le numérique. Alors donc ça va être le nouveau mot à la mode, puisque du coup la promesse qu'on a été analysée, on a fait une étude sur l'impact du numérique dans tout le système alimentaire français, notamment sur la partie agricole. Le discours c'est on va mettre des drones, on va mettre des petits pulvérisateurs, on va ne traiter en cartographiant que l'endroit qui a besoin de la parcelle, on va laisser le reste, et puis quand on va le faire, ça va être limite du goutte à goutte, vous allez voir, il y a absolument rien ne va déborder nulle part. On pourrait avoir l'impression que je caricature, mais je vous invite à aller voir les vidéos de toute la food tech, agritech, enfin agritech en l'occurrence plutôt française et européenne. C'est assez dithyrambique sur cette partie-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce que vous voyez là comme écran, là surtout celui-là. Ça nous vient des États-Unis. C'est intéressant d'aller les voir parce qu'ils sont beaucoup plus avancés. Ils ont certainement une bonne décennie d'avance sur nous. Pour dire aussi qu'est-ce qui est derrière en termes d'entreprise, en fait, le leader incontesté des technologies de ce type-là, que je vais vous dire après aux États-Unis, il s'appelle Monsanto. Et c'est la raison de l'achat par Bayer de Monsanto. C'est absolument pas le glyphosate, qui est une espèce de boulet au pied qui se traîne avec tous les jugements aux États-Unis, dont ils veulent essayer de se débarrasser des jugements, bien sûr. Surtout, on va revenir dessus après. Mais c'est ça la pépite, en fait, qui fait que Bayer, aujourd'hui, est leader incontesté au niveau international grâce à Monsanto qu'ils ont acheté. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez demain, en fait, cette vision qui est assez claire de ceux qui proposent ces technologies-là. Ils ne s'en cachent pas dans les vidéos. Ils disent, voilà, l'agriculteur perd son temps à aller essayer de regarder avec sa pauvre expérience ce qui se passe. C'est trop compliqué dans le monde moderne. Il faut une interface qui va lui permettre de gagner du temps. On va analyser pour lui. On va lui mettre à disposition les cartographies. Ce n'est pas caricatural. Aux États-Unis, ça va peut-être vous parler, s'il y en a certains qui ont des smartphones et qui sont habitués à ça ou à se démarcher. L'agriculteur se fait démarcher par la machine qui l'appelle. Alors aujourd'hui c'était encore des conseillers, mais ça va devenir de plus en plus très vite de l'intelligence artificielle. L'appelle pour lui dire mais tu fais pas ton boulot? Là, il faut aller pulvériser là-bas, et puis il faut mettre de l'eau ici, et puis il faut faire ça. Donc en fait, il y a en plus un côté d'enfermement ou de bouclage à l'intérieur de la machine, en fait, qui rend dépendant celui qui l'utilise, parce qu'il n'a même plus l'effort d'essayer d'utiliser la machine pour savoir quoi faire. En fait, c'est la machine qui va même l'appeler, un peu comme un conseiller, pour dire il faut faire ça, appuie sur le bouton, là, voilà. Il dirait, ça va, il y a encore un utilisateur humain derrière la machine, mais pourquoi encore? Ça fait partie des débats. Et ça permet aussi de géolocaliser les travailleurs. On est aux États-Unis, on est de l'agriculture de firme pour le coup. Géolocaliser les travailleurs, c'est savoir est-ce qu'ils font bien leur boulot, à quel endroit ils sont. On a aussi des sociologues qui ont fait des travaux extrêmement intéressants aux États-Unis sur la question du pilotage et du contrôle du travail des gens dans les champs, en fait. Et du coup, on rend facile le fait de traiter des très grandes surfaces à distance, parce que tout d'un coup, on peut se permettre de gérer des milliers d'hectares, parce qu'il y a un dispositif de contrôle total, en fait, des gens et des machines qui sont parfois autonomes en plus, présentes sur le territoire. Alors, qu'est-ce que ça donne en France? On n'y est pas, je vous rassure. Il y a une tendance, mais bon, elle est encore assez balbutiement. Qu'est-ce qui est questionnant là-dedans? Premièrement, ça entretient un discours de l'agriculture du XXIe siècle, celle qui est moderne et celle qui est fière d'être là-dedans, en fait. Donc il y a un côté cognitif et redorer ou redonner de la fierté du travail grâce à la technologie. Donc ça utilise vraiment ce biais-là.
Ce qu'on a vu, en fait, nous, des études à date, c'est deux choses. Une technologie, ça ne change pas les choses. Il en faut 2, 3, 4, 5. Tout ça sur une même plateforme, la plupart du temps. Ces plateformes, en fait, ça marche comme Apple. Vous savez, il y a des gens derrière Apple qui sont des éditeurs, ils vont vous proposer des petites applis tous les jours. C'est pas Apple qui les fait, c'est tout un réseau de gens qui créent les applications. C'est pareil chez eux. Monsanto a la principale application qui sert de plateforme. Il y a plein de développeurs qui vont qui vont essayer d'être riches en faisant la nouvelle appli qui va permettre de mieux gérer le climat, le machin, l'eau, etc. C'est comme ça que ça marche. Donc il y a une profusion. Tous les jours, en fait, il y a de nouvelles applications qui débarquent dessus. Et donc, il en faut prendre plusieurs pour que ça marche, mais vous voyez venir, en fait, comme il faut en prendre plusieurs, en fait, ça a un coût. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet d'entraînement vers le numérique et ça. Il y a clairement des choses extrêmement intéressantes qui ont lieu pour diminuer la pénibilité. Le problème, c'est le rapport de force financier, en fait. C'est que 99% de l'argent qui est injecté par des fonds d'investissement et par les États, à commencer par la France ou l'Union européenne, c'est pas dans les petits projets de low-tech ou d'autonomie, en fait. Dans le combat, en fait, aujourd'hui, c'est là-dedans que ça va, en fait. C'est ça le problème du ciblage, en fait, de où va l'argent. Je vais m'arrêter là pour cette partie-là. Donc ça, c'est l'aventure. Alors du coup, peut-être pour finir, nos fabricants, ils sont en train de vendre ça parce qu'aujourd'hui, la chose que je vous ai peut-être pas dite avant, quand même, qui nous est une hypothèse de travail, c'est quand vos bénéfices dépendent de ça, il y a un truc, en tout cas dans l'hypothèse que nous on formule, c'est que vous n'avez pas intérêt à ce qu'il y ait une réglementation trop forte. Parce que tant que la réglementation n'est pas très forte, nous on se récupère ces coûts sociétaux. Mais le jour où vous interdisez toujours plus de molécules, ben ça restreint les impacts nocifs, et donc ça restreint ici. Plus on a une réglementation forte, plus nous, on fait baisser notre partie à nous contribuable. Mais du coup, ça endommage encore plus cette partie-là. Donc en fait, il y a au contraire un intérêt assez clair des entreprises à éviter ça. Et donc ça, c'est la nouvelle devanture qui est mise en avant pour dire mais c'est pas grave, plutôt que de restreindre les molécules, de toute façon on va juste mettre ce qu'il faut au bon endroit. C'est là qu'on arrive à la dernière chose, il ne faut pas que je l'oublie des études là-dessus. Est-ce que ça change les pratiques? Alors c'est là où il y a une chose assez spécifique bien posée. Ça peut optimiser les pratiques. Ça, c'est sûr, c'est démontré. On ne sait pas de combien, par contre. Ça, pour le coup, en tout cas, nous, de ce qu'on avait trouvé, il n'y a pas de chiffre qui fasse consensus. Mais c'est de l'optimisation. C'est qu'on va mettre un peu moins de. A priori, mais sous couvert, n'hésitez pas dans la salle à me dire, baisser drastiquement, ne serait-ce que de moitié des pesticides, c'est changer de modèle. C'est pas juste optimiser des pratiques. Parce qu'optimiser des pratiques, ça va faire baisser de 5-10%, mais on n'atteindra jamais les 50, en fait. C'est un peu la cible qu'on n'atteint jamais, on fait la moitié du chemin, la moitié de ce qui reste, mais en fait on n'y arrivera jamais. À tel point que les technologies actuelles les plus avancées en Europe, pour le coup c'est un travail de la Commission européenne il y a 1 an et demi, à peu près 2 ans, ils ont été chiffrés, les technologies les plus avancées de ce type-là et d'autres, en Europe, et ils ont fait le pari, ils ont dit allez, imaginons qu'on les généralise à tous les agriculteurs de l'Union européenne. Et leur prisme c'était que le climat, ils ont dit combien on fait baisser les gaz à effet de serre liés à l'agriculture. Si on maximise, en fait, voilà, on généralise tout ça. Alors certains vont nous dire que c'est pas la nouvelle génération, vous comprenez, hein. Même si c'est les meilleurs technos qui commencent à arriver, ça reste pas encore assez bien par rapport au progrès technologique. Imaginons qu'on les généralise, la Commission européenne nous dit, le GRC de la Commission européenne nous dit, on va baisser les émissions de l'agriculture de 2%. Voilà. Après, il peut y avoir des sauts technologiques de dingue. Mais n'empêche que c'est ça, en tout cas en l'état actuel des données. Et la dernière chose là-dessus, c'est que par contre, les tenants de ça ont réussi à faire en sorte que des lignes de la politique agricole commune qui allaient à l'agroécologie ont été renommées agroécologie et numérique. De nos fonds publics, de notre argent qui est géré par le biais de la PAC. Donc c'est là que la boîte de Pandore tout d'un coup s'ouvre. Alors je finis par un dernier travail sur lequel on vient de publier quelque chose avec les ONG européennes. Qu'est-ce qui fait cette rentabilité? Souvenez-vous, au début, je vous ai dit, ils n'ont jamais été aussi rentables, nos 4 fabricants mondiaux, et ils en font des profits assez fous, en fait, qui ont encore été multipliés par 2. Mais alors, qu'est-ce qui fait ça? Parce que, mine de rien, nous, on a quand même chez nous une réglementation, elle a plein de problèmes que vous connaissez, il y a tous les impacts qu'on a là, il y a un minimum vital, enfin vital, je ne sais pas s'il est vital, il y a un minimum, on va dire. Mais ce n'est pas le cas ailleurs. Et alors, voilà où nous arrivons, c'est que la devanture, elle est techno-numérique. La réalité du modèle économique, il est beaucoup plus brut de fonderie, on pourrait dire. C'est qu'est-ce qui est vendu comme produit? Des produits les plus dangereux.
Donc là, ce petit schéma-là, c'est quoi? Vous avez par pays, plus le carré est gros, plus il y a de dépenses de pesticides par les agriculteurs chaque année au niveau du marché de tout le pays. Et la proportion en rouge, ce sont les produits les plus dangereux, dont tous ne sont pas interdits, puisque justement, c'est toute la problématique. Nous avons, parmi les réglementations les plus drastiques, encore une fois, toute proportion gardée au niveau mondial, ce n'est pas le cas ailleurs. Vous voyez la part de ces proportions de pesticides dangereux, parmi les plus dangereux dans plein de pays qui ont des réglementations qui sont à trous, en fait. Et en fait, c'est ça qui fait le gros de la rentabilité, parce que ces pesticides-là qui sont les plus dangereux, ce n'est pas ceux qui ont été mis au point il y a 10 ans. C'est ceux qui ont été mis au point il y a 50 ans. Donc en fait, ils ne coûtent absolument plus rien, ils sont rentabilisés depuis des années. Ils sont faits à des échelles assez pharaoniques de production, donc en fait, on peut en produire et en exporter toujours plus. Donc c'est ça la réalité du modèle économique et de ce qui fait tourner la machine et la rentabilité, malgré en fait la petite partie de devanture numérique qu'on nous offre aujourd'hui. Et on vient de faire, pour finir là-dessus, une étude qu'on a présentée il y a un mois sur si on arrêtait d'exporter ça là, qui est rouge aujourd'hui, parce que l'Union européenne, je vous ai dit, premier exportateur mondial, on a été regarder ce que l'Union européenne pèse dans le rouge. Parce que là, c'est toutes les importations, enfin toutes les consommations de produits dangereux par le Brésil, par l'Inde, etc. Si je prends le Brésil, on a montré que la part de l'Union européenne, sur cette part rouge-là, ça serait globalement plus de 70%. C'est nous qui envoyons ces produits-là, en fait. C'est pas eux qui les produisent, en fait. C'est même pas les Chinois, pour le coup. Ça vient d'Europe, en fait. Du coup, comme ce sont des produits en grande partie interdits chez nous, il y a tout un débat sur est-ce que ça va ruiner ces industries et mettre plein de gens au chômage. Donc on a fait un calcul économique qu'on a présenté il y a un mois et il y a 15 jours dans une réunion de la Commission européenne sur le règlement REACH, qui est sur les produits dangereux, parce que du coup on va voir en fonction des élections de ce week-end la prochaine commission, je sais, on est dans le contexte qu'on est, mais il se peut quand même, en tout cas il y a les ONG et certains pays pour l'instant qui sont à la manœuvre, dont la Belgique, la France, mais pas l'Allemagne, vous ne serez pas étonnés, pour faire interdire au niveau européen. C'est déjà interdit en France, ces exportations-là. On a été regarder deux choses. Combien ces pesticides, je l'ai dit que ça représentait beaucoup pour ces pays, combien ça représente de l'industrie européenne? Ça représente 1 à 2% du chiffre d'affaires de toute l'industrie européenne de chez nous. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup d'autres produits qu'on vend très très cher chez nous, en fait. Donc c'est très rentable, mais ça ne représente pas beaucoup de toute leur production, en fait. Et quand on prend ce facteur-là, sur les 28 000 emplois, en fait, on descend à très exactement 173 emplois qui seraient à risque dans toute l'Union européenne si on interdisait ça demain. Et je vous donne la dernière partie qui est un peu intéressante. En 2022, du coup, on a fait passer, enfin, ça a été une grosse passe d'armes en France, mais l'interdiction est passée. Et l'interdiction est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2023. Et du coup, je ne sais pas si vous savez, vous avez vu passer peut-être pour ceux qui s'y intéressent à l'époque, c'est la première fois qu'un lobby, donc celui de Phytéis en France, donc des fabricants de ces produits-là, a une mise en demeure et de la présidente de l'Assemblée, pardon, du Sénat d'abord, le président du Sénat en premier et la présidente de l'Assemblée nationale, il y a une double mise en demeure pour avoir menti aux élus de la nation, pour les avoir désinformés en audition et en enquête parlementaire des deux côtés, parce qu'ils ont dit que ça allait mettre en risque les 3700 emplois en France. Or, la réalité, il y a une enquête journalistique qui l'a montré, il y a eu, sur toutes les unités de fabrication en France, il y en a plusieurs dizaines qui ont été regardées de près, il n'y a eu aucune personne qui a été licenciée, il y a même eu parfois des créations d'emplois, et en tout et pour tout, 5 contractuels, contrats de travail temporaire, qui auraient été potentiellement arrêtés dans toute la France pour cause de cette interdiction. Donc si on inclut ça dans notre estimation européenne, c'est plus 173, c'est 35 emplois temporaires qui seraient en risque pour une industrie qui, comme je l'ai dit, elle est passée de 5 à 11 milliards de profits. Donc en fait, ce que ces 35 personnes coûteraient à ces industries, c'est moins d'un millième de l'augmentation de leurs profits depuis 4 ans. C'est de ça dont on parle, qu'on a été présenté récemment. Donc pour remettre un petit peu dans l'équation ce qui se joue aujourd'hui dans les débats.
ouvert à toutes vos questions. Je ne vais même pas regarder l'heure, mais allez-y. J'ai plein de